Retour au débat de France 24, les guerres par procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Elles sont nombreuses, elles sont plurielles. On a parlé dans la première partie de ce débat de la crise à nouveau au Liban. On s'intéresse à présent à la situation au Yémen, la pire famine depuis des décennies avec des millions de morts. C'est l'avertissement lancé hier par le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, alors que les 15 membres du Conseil de sécurité se réunissaient pour des consultations à huis clos sur la question humanitaire. 21 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. 7 millions d'Yéménites sont au bord de la famine. Près d'1 million de cas de choléra ont été répertoriés. Et voilà, c'est le bilan catastrophique de l'ONU. Le retour en image sur cette crise au Yémen. Une nouvelle fois, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Si la situation humanitaire au Yémen empire de jour en jour, cette fois la catastrophe humanitaire annoncée depuis des mois est imminente. D'après l'organisation, 7 millions de personnes sont sous la menace d'une famine d'une ampleur jamais vue. En cause, le blocus économique décidé par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite en début de semaine, en réaction à un tir de missile lancé par les rebelles houthis. Un blocus qui, d'après l'ONU, est utilisé comme tactique de guerre. Si la décision de la coalition de fermer temporairement les espaces aériens, maritimes et terrestres n'est pas levée et que des mesures urgentes ne sont pas prises, le Yémen se dirige vers la famine. Ce sera la pire famine que le monde aura connue depuis des décennies, avec des millions de morts. Depuis 2014, le Yémen est ravagé par la guerre. Le conflit oppose le gouvernement soutenu par une coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite aux rebelles houthis soutenus par l'Iran, alliés à des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh. Engagée depuis mars 2015, la coalition formée de 9 pays à majorité sunnite lance des frappes aériennes pour enrayer la progression des houthis chiites qui contrôlent la capitale yéménite depuis 2 ans. Les combats se sont intensifiés depuis l'échec cet été des négociations de paix. Le conflit a fait, selon les Nations Unies, plus de 10 000 morts et plus de 3 millions de déplacés. Et la situation s'est encore détériorée avec l'apparition fin avril d'une épidémie de choléra. Voilà, et pour en parler à mes côtés, le chercheur au CNRS spécialiste du Yémen, François Frison-Roche. Également avec nous, Walid Arbid, vous êtes professeur de relations internationales à l'université libanaise. Également Olivier Dalla, journaliste à RFI, spécialiste de la péninsule arabique, auteur de Géopolitique de l'Arabie Saoudite. Et puis avec nous, en duplex de Genève, William Spindler, porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. William Spindler, la situation est urgente. En cause, ce blocus qui risque de causer aujourd'hui, dit l'ONU, des millions de morts. C'est bien ça? Oui, la situation était déjà catastrophique, comme on vient d'écouter, même avant la décision de fermer les ports, les aéroports, l'accès terrestre au Yémen. Ça va couper l'accès de l'aide humanitaire au pays. Ça veut dire qu'on n'aura pas de nourriture, on n'aura pas de médicaments, la capacité d'arriver. Il faut dire que depuis quelques jours, tous les vols des Nations Unies ont été arrêtés et ça va intensifier la souffrance du peuple yéménite qui est déjà énorme. On parle d'une des crises humanitaires les plus graves du monde. Oui, on a une population effectivement qui aujourd'hui non seulement souffre de nombreuses blessures, des déplacements humains, mais il y a également la famine. Ça, c'est un phénomène en soi qui est loin d'être anodin. On parle d'une famine qui pourrait toucher des millions de personnes. Oui, déjà, on a presque 21 millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire, y compris 7 millions de personnes qui ont besoin de la nourriture pour survivre. Si on coupe l'accès de l'aide humanitaire au pays, forcément, on aura des souffrances, on aura de la famine et on aura des morts.
François Frison-Roche, cette situation-là, on le sait depuis plusieurs années maintenant, la population yéménite paye le tribut de cette guerre. Ce blocus, il a considérablement aggravé les choses? Oui, parce que finalement, avant la guerre, le Yémen déjà importait 90% de sa nourriture. Donc vous vous rendez compte que quand on fait un blocus... C'est un pays qui déjà n'était pas autosuffisant alimentairement. Exactement. Donc quand on met un pays sous blocus, eh bien on arrête toutes les importations. Alors il y a pu y avoir évidemment les Yéménites qui sont des hommes d'affaires qui peuvent faire venir un certain nombre de choses, mais il y a eu une décision du président Hadi de changer le siège social de la Banque du Yémen qui était à Sanaa, de le transférer à Aden, ce qui fait que les businessmen yéménites n'ont pas pu avoir les autorisations pour importer de la nourriture. Donc, rajouté à tout cela, on arrive à maintenant une situation absolument dramatique et on n'a pas encore les images, on les aura quand éventuellement la famine se déclarera mais là ça va être très choquant. Ça va être très choquant, vous prédisez une crise humanitaire oui, comme on a pu en connaître en Somalie ou dans d'autres régions du globe qui souffrent de famine chronique. Pire, parce que là, comme disait le représentant à Genève, c'est 21 millions d'individus qui sont concernés. C'est une population de 27 millions. De 27. Et il y en a 7 qui sont vraiment dans un cas... C'est les 3/4 de la population. Exactement. Donc si on ne fait rien... Et puis, vous savez, l'aide humanitaire, ça n'arrive pas comme ça par parachute. Il va falloir organiser. Donc pendant tout ce temps-là, ça prend des mois. Pendant tout ce temps-là, que vont devenir ces populations? C'est une volonté délibérée, Olivier Dallage, de l'Arabie saoudite d'organiser cette situation-là? Absolument. Il y a une légende qui court au Yémen, c'est qu'en 1953, quand le fondateur du royaume allait mourir, il a réuni ses fils et il leur a dit le malheur du Yémen fera le bonheur du royaume. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tous les Yéménites pensent que c'est vrai. Et tout le comportement de l'Arabie saoudite depuis semble obéir à cette règle. Il y a un autre point que je voudrais souligner, c'est que les bombardements sont faits avec des munitions américaines, britanniques et françaises. Il n'y a aucun débat politique dans ces trois pays. Et ça va plus loin. Cette guerre. Il y a une coordination en matière de renseignement sur les cibles à frapper. Alors, les Français, les Américains, les Anglais disent c'est pour éviter qu'on frappe les civils. Possible. Mais le résultat, en tout cas, c'est que les civils aussi sont frappés par ces bombardements. Vous dites qu'il y a une certaine antipathie, c'est le moins qu'on puisse dire, des Saoudiens envers ce pays dans son ensemble. On croyait que c'était simplement contre la rébellion houthi. C'est pas de l'antipathie, c'est de la peur. Parce qu'il y a un pays qui est aussi peuplé, en fait plus peuplé que l'Arabie saoudite, pauvre, et qui a une tradition millénaire. Enfin, il y a une culture très ancienne et qui se sentent, beaucoup de Saoudiens se sentent menacés par le Yémen. La seule façon, c'est de le fracturer. Les Yéménites y arrivent très bien tout seuls, mais si on les aide, c'est encore mieux. Et c'est ce que fait l'Arabie saoudite depuis toujours. Walid Arbid, c'est la volonté saoudienne ou est-ce qu'il y a quand même des raisons de craindre cette rébellion houthi soutenue par l'Iran aux portes de l'Arabie saoudite? Il y a une crainte historique. M. Dallage, il a dit... Toujours, l'Arabie saoudite avait peur de son voisin du Sud. Alors, de toute façon, il y a toujours des litiges frontaliers entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Il ne faut pas oublier dans l'histoire aussi, la guerre, quand on a envoyé l'armée égyptienne de combattre les Yéménites avec le régime d'Abdallah Salal. Tout ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, la question qui se pose actuellement, c'est pour des relations avec l'Iran. La position stratégique du Yémen, et surtout le Yémen du Sud, d'Aden. Parce que Bab al-Mandeb, par où transite une grande part du commerce mondial. De toute façon, c'est le passage maritime stratégique des navires, non seulement de guerre, mais de pétrole, de tout ça. 35, alors, tout ça, c'est et l'Arabie saoudite, de son stratégie, d'arriver à la mer d'Arabe, c'est-à-dire il faut trouver un passage qui rattache l'Arabie saoudite à la mer. C'est à travers le Yémen. Mais par contre, maintenant, la question qui se pose, c'est la question humanitaire. Humanitaire parce que 3 millions d'affamés ou des malades de choléra, ça fait bouger un petit peu la communauté internationale. Alors,
toute façon, l'affrontement, le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, non seulement la crise syrienne, mais aussi la crise yéménite. Alors tout ça, il faut, à mon avis, que maintenant, il faut qu'on va ensemble, la communauté internationale et le monde libre, c'est-à-dire d'aller organiser une table ronde pour régler ces crises. Les crises, moi, dans mon livre, Un regard sur le Moyen-Orient, en français, j'ai écrit « Remodelage le Moyen-Orient ». Remodelage. Une volonté, pardonnez-moi, de résoudre cette crise, puisqu'on vient de l'entendre à l'instant, Olivier Dallage nous dit l'Arabie saoudite a intérêt à ce que ce pays soit fracturé. Or, l'Arabie saoudite compte le plus d'alliés aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Arabie saoudite, à travers des retours à l'histoire, elle était toujours pour la partition de Yémen, entre le Yémen du Sud et le Yémen du Nord. Mais maintenant, avec qu'est-ce qui se passe après 2 ans ou 3 ans de guerre civile, de guerre avec l'Arabie saoudite, on voit que les Yéménites ils sont devenus unis. Il y a une certaine unité nationale. Il n'y a plus de Haussi, de tout ça, pour faire face à l'Arabie saoudite. Il y a une unité nationale. Je voudrais qu'on voit la carte peut-être des zones, notamment aujourd'hui sous le contrôle de cette rébellion houtiste. Oui, William Spindler, on peut parler aujourd'hui d'une unité nationale, comme vient de le dire à l'instant Walid Arbid, face à l'adversité et à cette armée extérieure, d'une certaine manière, cette coalition conduite par l'Arabie saoudite qui bombarde quotidiennement le Yémen? On a déjà 3 ans de guerre au Yémen. Avant le conflit, le Yémen était déjà le pays le plus pauvre de la région, avec un nombre important de personnes déplacées et aussi des réfugiés. Maintenant, la situation commence à s'aggraver et ce qu'il faut, c'est de rétablir immédiatement l'accès humanitaire, la capacité d'aider la population civile et bien sûr aussi trouver une solution politique à ces conflits. Parce que la cause, la raison de la souffrance de la population civile au Yémen, c'est bien sûr le conflit, la guerre. Il faut amener cette guerre à une solution négociée. Il faut rétablir le processus de paix et trouver une solution à ce conflit. Mais d'abord, immédiatement, il faut rétablir l'aide humanitaire parce qu'il y a déjà, avant ces décisions de fermer les frontières, déjà l'accès humanitaire était très inadéquat. On n'avait pas la capacité de donner l'aide humanitaire au Yémen à cause de l'insécurité, à cause des conflits, à cause des restrictions bureaucratiques des différentes parties du conflit. Il faut que tous les parties du conflit recommencent un dialogue pour trouver une solution négociée à ces conflits. François Frison-Roche, vous disiez, non, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'unité aujourd'hui au sein de la population. Pardon-moi, je vais... oui, moi je dis la volonté d'aller vers l'unité nationale. Alors, je vais corriger ma... Il y a un sentiment national au Yémen? Il pouvait y avoir un certain sentiment, notamment... On a l'impression d'un pays qui a toujours été fracturé entre le Nord, Sanaa et Aden au sud. Qui est essentiellement tribal. Oui. Et que ça reste, c'est dans les gènes de ce pays. Nous voyons ça avec nos lunettes occidentales d'État-nation. Mais non, le Yémen, c'est une entité étatique qui a été plus ou moins construite d'une certaine manière, mais avec surtout le poids des tribus. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas bien à comprendre comment Ali Abdallah Saleh peut s'allier aux Houthis, avec qui il a fait la guerre pendant une dizaine d'années au début des années 2000. Et ben, parce que ça reste un pays foncièrement tribal. Donc l'unité nationale est quelque chose qui, à mon avis, est exagéré. Maintenant, qu'il y ait un sentiment dans le Yémen du Nord anti-saoudien, parce qu'ils bombardent, parce qu'ils tuent, parce que quand même l'ONU indique que 2/3 des victimes sont des civils qui proviennent des bombardements saoudiens. Alors oui, il y a un sentiment anti-saoudien qui va peut-être éventuellement permettre à des gens de se retrouver, mais
arrêtez les combats et faites en sorte que le calme revienne dans ce pays, et vous n'allez pas retrouver une unité nationale. Il y a toujours un conflit de légitimité entre deux présidents, l'ancien Ali Abdallah Saleh et le nouveau Abd Mansour Hadi. Disons que le premier est resté 33 ans au pouvoir, donc il s'est créé sa clientèle et il est fortement implanté au Yémen, notamment du Nord. Le nouveau, c'était son vice-président pendant 17 ans. Il avait été recruté d'ailleurs comme vice-président parce que justement, il ne pouvait pas faire d'ombre à Ali Abdallah Saleh. Les accords de Riyad en 2011 ont permis qu'il devienne président temporaire. Normalement, c'était pour 2 ans. Il est toujours président et on veut garder une fiction de légitimité dans ce pays en gardant le président Hadi. Mais même le président Hadi, c'est tout à fait étonnant de voir ce qui s'est passé avec Hariri. On dit que le président Hadi est aussi retenu par l'Arabie Saoudite à Riyad parce qu'on ne veut pas qu'il aille à Aden. Mais l'idée pour l'Arabie Saoudite, c'est de maintenir coûte que coûte un pouvoir sunnite sur ce pays face à une minorité. Façon, la majorité yéménite est sunnite. Oui. Même donc, il n'y aura pas si vous appliquez le principe démocratique. Oui, sauf qu'on présente les Houthis comme des alliés de l'Iran chiite et soutenus comme tels. Là aussi, avec une certaine manipulation. Je veux bien que les Houthis appartiennent à la famille chiite. Ce ne sont quand même pas des chiites, j'allais dire duodécimains, comme en Iran. En plus de ça, ce ne sont pas des chiites perses, ce sont quand même aussi des arabes. Donc il y a des distinctions à faire entre ce qu'on appelle les chiites Houthis et les chiites iraniens. On se trompe quand on... Donc c'est pas un conflit confessionnel, Olivier Dallage, on se trompe quand on voit les choses ainsi. Ça ne l'est pas, mais par exemple, dans les années 60, quand il y a eu la révolution républicaine, les Saoudiens soutenaient l'imam zaïdite, c'est-à-dire un chiite, quoi, si on suit leur logique contre les républicains. Et donc, 50 ans plus tard, brusquement, ils sont parés de tous les maux, les mêmes qu'on soutenait avant. Donc ça n'est pas véritablement un problème religieux, c'est un problème essentiellement de pouvoir, je dirais, classique sur un voisin. À l'origine, tout dernièrement, et ce qui motive en tout cas pour les Saoudiens et leurs alliés ce blocus, c'est ce tir de missile le 6 novembre. La semaine dernière, ce tir de missile contre Riyad, qui a été intercepté donc avant de toucher Riyad, attribué aux Houthis. Ça, c'est la thèse officielle. Elle vous semble crédible et qu'est-ce qui aurait poussé d'une certaine manière les rebelles yéménites à agir de la sorte, même si on peut penser que bombarder quotidiennement, il pouvait aussi avoir quelques justifications? Voilà, moi je ne suis pas expert militaire, je ne sais pas si le missile était tiré par les Houthis, mais en revanche, qu'ils aient la volonté de porter le conflit sur le territoire saoudien, ça ne fait pas de doute. En prenant le risque donc d'un embrasement généralisé. Oui, l'embrasement est là. Oui. Pour eux, ils ne sont pas dans la logique d'un embrasement général. Pour eux, les Houthis, je vais faire une parenthèse, les Houthis sont bien incapables de manier des outils aussi sophistiqués que des missiles dont on parle. D'ailleurs, on n'a pas indiqué la nature véritable de ce missile. Il y a un missile. Si ça se trouve, c'est un missile acheté par Ali Abdallah Saleh, parce qu'il a des techniciens, il a des militaires qui sont capables de manier cela, puisqu'il y avait une unité des missiles au Yémen à une époque. Donc, à mon avis, ce sont quand même les militaires proches, fidèles à Ali Abdallah Saleh, qui peuvent manier ce type d'armement. Donc en accord avec, bien sûr, les Houthis qui sont d'accord pour porter le fer aussi en Arabie Saoudite, à la fois sur le plan intérieur pour dire « voyez, on nous bombarde, mais nous envoyons aussi des missiles sur le pays » et surtout pour ridiculiser l'Arabie Saoudite. Parce que, voyez, vous nous bombardez, mais on est capable quand même de vous envoyer des missiles. Donc vous voyez qu'il y a aussi vis-à-vis des opinions publiques intérieures, la nécessité pour les Houthis de dire « oui, bien sûr, on est bombardé, bien sûr, on n'arrive pas à, mais... » non seulement on reste sur le terrain, et en plus de ça, on arrive à envoyer des missiles. Maintenant, le missile, je vous dis, si ça se trouve, c'est un vieux missile qui a été trafiqué et qu'ils ont réussi à envoyer en direction d'eux, sachant très bien d'ailleurs que ce missile n'y arrivera pas, puisque tout le monde sait que l'Arabie Saoudite dispose de missiles patriotes américains pour justement empêcher les missiles. L'Iran pourrait-elle avoir intérêt à tirer un missile sur l'Arabie Saoudite? Non, je ne crois pas que l'Iran ait intérêt à utiliser le Yémen. Maintenant, elle jette de l'huile sur le feu, elle soutient politiquement parce que tout ce qui est défavorable à l'Arabie Saoudite est bien sûr favorable à l'Iran. Donc l'intérêt de l'Iran, c'est de faire croire que, même si, jusqu'à présent, même l'ONU n'a pas été capable d'indiquer que des armements lourds, à part de la Kalachnikov éventuellement, a pu arriver d'Iran au Yémen. C'est un pays qui est sous microscope, c'est un pays qui est avec un blocus. Tout le sud, toute la côte sud est sous domination, j'allais dire, des Émirats arabes unis et du gouvernement Hadi.
moi, je me pose des questions en tant que chercheur, me disant qu'on m'apporte les preuves pour véritablement comprendre comment l'Iran peut apporter de l'armement aux Houthis. Walid Arvid, face à cette puissance de feu de l'Arabie Saoudite et ses alliés, face à ce désastre humanitaire qu'on nous prédit, c'est un combat perdu d'avance pour la rébellion yéménite. Pourquoi même poursuivre cette lutte? Mais le problème avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire avec beaucoup des analystes internationaux, disent voilà, ça fait presque plus qu'un an que l'Arabie Saoudite mène une guerre aérienne, même une guerre contre le Yémen. Elle n'a pas gagné de terrain. Même les Yéménites, ils ont gagné à Najran un bout de terrain. Alors, la question qui se pose, il faut aller vers les négociations. Mascate, elle est présente pour accueillir les deux belligérants, c'est-à-dire les Yéménites et les Saoudiens. Sur la question des missiles de grande portée, c'est-à-dire ça, des missiles Scud. C'était 750 km. Hein. Oh oui, 1200, à peu près comme ça. C'est un message yéménite vers l'Arabie Saoudite de toucher. Voilà, nous, on est capable d'amener aussi, on a des alliés qui peuvent nous amener des missiles qui touchent le cœur d'Arabie Saoudite. Deuxième point, deuxième question importante aussi, ce n'est pas à l'Iran. Elle ne peut pas jouer un rôle maintenant. Elle voulait refroidir les relations conflictuelles. À mon avis, maintenant, l'Arabie Saoudite, l'Iran, oui, elle est en train, parce qu'elle est en plusieurs fronts, en Syrie, au Yémen, même dans le Golfe. Je pense que maintenant, l'Iran, elle demande à ses alliés, et en particulier à Moscou, de mener les discussions, des négociations avec les autres puissances régionales. C'est pour cela, je disais, moi, je l'ai dit sur France 24 à Paris, il faut se dépêcher de faire une conférence internationale pour régler les crises, le Moyen-Orient. C'est-à-dire il y a des questions palestiniennes, des questions kurdes, des crises yéménites, la crise syrienne. Tout ça, c'est dans l'ensemble des conflits au Moyen-Orient. William Spindler, une conférence internationale pour régler tous ces conflits. Il faudrait déjà régler le conflit au Yémen. Le Conseil de sécurité s'est réuni à huis clos pour évoquer justement la question, la problématique humanitaire. Vous désespérez, vous, que la communauté internationale arrive à imposer enfin un cessez-le-feu qui marche? Il y en a eu 7 jusqu'à présent. Ils ont tous échoué. Bon, un des problèmes qu'on voit aujourd'hui, c'est l'incapacité de la communauté internationale de mettre à fin des conflits en Moyen-Orient, mais un peu partout dans le monde. Et à cause de cette inhabilité de prévenir et d'arrêter les conflits, on a la crise des réfugiés la plus grande du monde, avec 65 millions de personnes déplacées dans le monde l'année dernière. Mais, bien sûr, il faut trouver une solution au conflit. La solution pour les crises humanitaires doit être politique. L'action humanitaire peut améliorer la condition humanitaire, la souffrance, mais la solution, bien sûr, reste une solution politique. Il faut réactiver les mécanismes pour trouver des solutions aux conflits au Moyen-Orient, en Afrique et partout. Ce n'est pas impossible. L'histoire montre que s'il y a une volonté politique, on peut amener les différents belligérants à trouver une solution. Mais la communauté internationale reste bloquée pour l'instant et incapable de trouver des solutions pacifique au conflit. Merci beaucoup William Spindler. Un mot très rapide, François Frison-Roche, c'était en novembre 2016, l'année dernière. Le médiateur de l'ONU prônait un gouvernement d'union nationale, incluant à la fois rebelles, outils représentants du camp du président Hadi. Les rebelles ont à ce moment-là annoncé avoir unilatéralement formé un gouvernement de salut national. Ils ne souhaitent pas, de leur côté, une solution négociée ? Ils arriveront certainement à une solution négociée, car ça deviendra très rapidement intenable pour eux. Mais il faut comprendre que
la proposition de l'ONU s'inscrit dans le cadre d'une résolution de l'ONU qui impose aux Houthis de repartir sur les zones qu'ils contrôlaient autrefois et de rendre leur armement lourd. Le président Hadi indique que c'est un préalable pour faire quoi que ce soit. Les Houthis, ils ont instauré un rapport de force, ils sont les plus forts, ils contrôlent 80% de la population du Yémen. Ils estiment que, étant Houthis, c'est-à-dire zaïdites, c'est-à-dire descendants du prophète, ils ont la légitimité pour gouverner le Yémen. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'auto-limitent ou se détruisent en quelque sorte en acceptant ce genre de proposition? Ils attendent d'avoir établi des rapports de force bien concrets pour que tout le monde se rende compte qu'il n'y aura pas de solution au Yémen sans que les Houthis, donc les zaïdites, aient toute la place, parce qu'il faut dire que quand même, il y a 40% environ de zaïdites, c'est 40% de la population qui était stigmatisée et écartée du pouvoir. Merci beaucoup François Frison-Roche, merci également à vous Walid Arbid, merci à Olivier Dallage et puis avec nous en duplex de Genève, William Spindler pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Voilà, restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.